Bonjour, bienvenue dans Podcast Science numéro 56, le balado qui fait aimer la science avec Mathieu toujours. Salut Mathieu. Salut professeur Fun. Et cette semaine avec notre nouveau chroniqueur, pardon, j'ai nommé Marco. Salut Marco, t'es avec nous? Salut Alan, je suis là et avec plaisir de vous rejoindre pour cette saison 2. Salut Marco. Bienvenue. Salut Mathieu. Ça fait plaisir de t'accueillir. Donc Marco, toi, parmi les innombrables sujets scientifiques, tu as une spécialité, quand même une passion particulière, c'est l'évolution. Voilà, ouais, plus une passion qu'une spécialité, on va dire. Ouais. Et donc, tu vas nous présenter régulièrement, environ une fois par mois, une ou deux petites chroniques sur l'évolution. Chroniques, tu peux peut-être nous en dire un peu plus. Oui, oui, alors pourquoi une chronique sur l'évolution? Déjà parce que ça me plaît. Donc c'est une première chose non négligeable pour s'inscrire dans la durée. Mhm. Mais surtout, en fait, je trouve personnellement que la théorie de l'évolution n'est pas enseignée et n'est pas relayée médiatiquement comme il se devrait. J'ai pu constater par l'intermédiaire de mes neveux, cousins et cousines qui sont au collège ou au lycée et en jetant un coup d'œil au programme de biologie scolaire, j'ai pu m'apercevoir que rien n'avait changé en fait depuis le temps où j'étais moi-même élève. Je sais pas, pour vous donner un exemple, rendez-vous compte que dans une leçon de biologie qui porte sur la diversité du monde animal et végétal, l'évolution n'est évoquée à aucun moment. À aucun moment le mot évolution n'apparaît. Donc pour quelqu'un comme moi qui est tout à fait en accord avec la citation de Dobzhansky, qui dit rien n'a de sens en biologie si ce n'est à la lumière de l'évolution, je trouve cela assez incompréhensible. Ouais, effectivement. Effectivement. Donc Bon, tu vas éclaircir nos esprits et éventuellement les jeunes qui nous écoutent, c'est bien. ouais, tu vas corriger le tir sur Podcast Science. Voilà, ouais, ben j'espère qu'avec cette chronique, je vais apporter un peu de lumière sur des processus mal connus et puis tordre le cou à beaucoup d'idées reçues qui se propagent encore à notre époque. Alors bon, c'est vrai que nos auditeurs sont quand même assez avertis sur le sujet de l'évolution, je pense. Donc il y en a beaucoup qui vont peut-être pas apprendre beaucoup de choses, mais euh, bon, là, je pense que c'est bien de promouvoir un peu la théorie de l'évolution et d'expliquer ses fondements. Tu sais, il y a une école en Belgique qui nous suit et qui fait de temps à autre des commentaires via Twitter. Je crois que c'est une école où c'est des jeunes élèves de 12-13 ans, non? C'est professeur. Ouais, Plus- ouais, je me rappelle plus de leur âge maintenant, mais Culture oui, il me primaire, semble je que crois. c'est dans ces eaux-là. Exactement, ouais. Ils sont sur Twitter, cultureprimaire.be. Donc, bah, si eux, ça peut leur servir, c'est une bonne chose. Absolument. J'en serais content. Mhm. Ok, donc pour cette première intervention, tu vas nous parler de quoi? Alors je vais commencer par une chronique en fait sur l'évolution en fait comment dire sur l'odyssée du terme évolution, sur son origine, pourquoi on utilise le mot évolution. D'accord. Voilà, donc beaucoup de personnes en fait aujourd'hui confondent évolution et progrès et n'imaginent donc pas l'évolution comme une suite de changements, mais comme un accroissement de l'intelligence menant bien entendu à l'homme. Ouais, Alors, on a déjà eu des débats sur la question, voilà, tout à fait, ici ouais. même, effectivement. Exactement, exactement. Donc c'est un peu aussi pour ça que j'ai choisi ce sujet pour commencer, déjà pour un peu, comme on dit, mettre les points sur les i, quoi, mettre tout le monde à point. Donc à leur décharge, je pense que justement à cause du relais scolaire et médiatique dont je parlais précédemment, nous sommes tous passés par là à un moment donné. Et j'avoue que moi aussi, à une certaine époque où je m'intéressais beaucoup moins au sujet, un peu inconsciemment et malgré moi, j'ai eu cette représentation assez erronée. Alors pour comprendre d'où vient cette erreur d'interprétation, il faut retourner dans le passé et jeter un coup d'œil sur l'utilisation qui a été faite de ce terme d'évolution. Mhm. Alors direction le 19e siècle et ses plus grands évolutionnistes, nous avons Darwin, bien sûr, Haeckel, et puis notre Lamarck national pour nous français. Donc, tous les trois ont réalisé de grandes œuvres sur l'évolution, mais aucun n'utilise le mot évolution dans l'édition originale de leurs œuvres. Ouais, c'est vrai. En tout cas, je l'ai constaté pour Darwin. J'ai cherché. Darwin, lui, il utilise en fait le terme de descendance avec modification. Ouais, Lamarck, lui, parle de transformisme. Et Haeckel, lui, préféré théorie des transmutations.
Donc, Haeckel, moi je connais pas bien. Ça pourrait être l'occasion, une fois ou l'autre, que tu nous fasses une petite chronique dessus aussi, non? oui, ou pourquoi pas. Alors, Haeckel, il a fait, à un moment, il avait fait une théorie sur l'embryogenèse, en fait, où il avait dit que dans l'embryogenèse, en fait, se retrouvaient les étapes de l'évolution, ce qui était assez erroné, en fait. Enfin, de la façon dont il avait dit, c'était assez erroné euh, sur la forme, quoi. Sur la Mhm. forme, c'était erroné. Sur le fond, tout n'était pas faux. Ouais, c'est un peu comme Lamarck. Oui, voilà, c'est un peu comme pareil, Lamarck, c'est a parlé d'évolution bien avant Darwin, en fait. Darwin, ce qu'il a introduit, c'est surtout la notion de sélection naturelle. Mhm. Donc, pour Darwin, en fait, deux raisons ont fait qu'il n'a pas utilisé ce mot pour exposer sa théorie. Tout d'abord, ce terme avait déjà un sens technique en biologie qui s'appliquait à une théorie embryologique qui était totalement inconciliable avec les idées de Darwin. En fait, en 1744, un biologiste Ah, avait utilisé excuse-nous, von Haller. excuse-nous, Marco, on a une petite coupure. Tu peux juste Ah, revenir quand tu disais en 1744? oui, donc je disais en 1744, un biologiste allemand qui s'appelait Albrecht von Haller avait utilisé en fait le mot évolution pour désigner une théorie selon laquelle les embryons se développaient à partir de minuscules bébés miniatures qu'on appelait homoncules et qui étaient contenus soit dans le sperme ou soit dans les ovaires. Donc les tenants de cette théorie en fait étaient appelés les préformationnistes et à l'époque ils étaient en opposition avec les épigénéticiens. Donc il y avait de grands débats houleux entre les deux. Et les préformationnistes étaient eux-mêmes divisés en ovistes et spermistes. Donc tout dépend en fait s'ils plaçaient l'homoncule dans les ovaires ou dans les testicules. Et le principe de cette théorie est donc amené à une régression à l'infini puisque les homoncules possédaient eux-mêmes des homoncules qui possédaient des homoncules, etc., etc. Donc au final, en fait, toute l'humanité devait être contenue dans les ovaires d'Ève ou dans les testicules d'Adam, emboîtés comme des poupées russes. Donc c'est une théorie qui peut faire sourire aujourd'hui, qui peut nous paraître ridicule, mais les choses doivent être jugées dans leur contexte. À l'époque, ça paraissait pas aussi ridicule qu'aujourd'hui. Ce qui nous paraît absurde et évident aujourd'hui ne l'était pas forcément hier. Et puis il est probable que des choses qui nous paraissent aujourd'hui pas forcément improbables soient élevées au rang de summum du ridicule dans 250 ans. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc Haller avait choisi le mot évolution pour décrire sa théorie, car ce terme vient du latin evolvere, qui signifie dérouler, et ce qui exprime donc l'idée d'un déballage d'une structure existante sous forme compacte. L'évolution de Haller en fait n'avait donc rien à voir avec la descendance avec modification de Darwin, et elle était même en contradiction, car comment la sélection naturelle en fait pourrait avoir un rôle à jouer si toute l'histoire de la race humaine se trouvait préemballée dans les ovaires de Ève. Mhm. Voilà. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle Darwin employait très rarement ce mot, c'était qu'il laisse sous-entendre une notion de progrès, et c'est ce qu'il voulait absolument bannir. Darwin disait qu'il s'interdisait d'employer les qualificatifs supérieurs ou inférieurs lorsqu'il décrit la structure des organismes. Et c'est vrai que est-ce qu'on peut prétendre que nous sommes supérieurs à l'amibe, qui est aussi bien adapté à son environnement que nous sommes au nôtre, ou sous quel prétexte pouvons-nous être considérés comme supérieurs? C'est vrai que nous sommes l'animal avec le cortex le plus gros par rapport à la taille du corps, et cela nous confère des capacités cognitives qui sont non négligeables. Mais est-ce que la supériorité devrait-elle être définie par rapport à la taille du cortex? Est-ce qu'un départ pourrait s'insurger et prétendre au titre d'être supérieur parce qu'il battrait sans forcer Usain Bolt à la course, ou une baleine bleue pourrait tenter de mettre fin au débat en prétextant que Usain Bolt s'en sert comme cure-dent, ou plutôt comme cure-fanon. Sinon, la méduse, il y a une méduse qui s'appelle Turritopsis nutricula, donc qui elle est potentiellement immortelle. Ou encore, il y a le clam d'Islande qui est un mollusque qui lui briguerait le titre d'être supérieur en invoquant le fait qu'il est l'animal le plus connu, l'animal connu le plus vieux du monde, avec 400 ans et des poussières. Donc, d'un point de Ah, vue biologique, l'individu le plus vieux du monde. ouais, voilà, D'accord. c'est un mollusque qui s'appelle le clam d'Islande. Donc, il aurait
420 et 410 ans, je crois, quelque chose comme ça. Ok. Voilà, donc d'un point de vue biologique, en fait, il n'y a pas de critères qui permettent de classer, de dire qu'un organisme est supérieur ou inférieur. Les animaux, en fait, sont tout simplement adaptés à un environnement de façon à mettre le maximum de chances de leur côté pour réaliser le but de la vie, qui est, d'un point de vue biologique, de vivre assez longtemps pour transmettre ses gènes. Ouais. Voilà. Donc le mot évolution apparaît néanmoins à la fin du livre de Darwin, en conclusion, mais pas dans son sens technique. Je vais vous lire la conclusion, qui est n'y a-t-il pas de la grandeur dans cette manière d'envisager la vie, avec ses diverses potentialités d'abord recelées dans un petit nombre de formes, voire une seule. Puis tandis que notre planète continuait ses révolutions, obéissant à la loi immuable de la gravitation, à partir d'un si humble commencement, d'innombrables formes toujours belles et plus merveilleuses n'ont cessé d'évoluer et aujourd'hui encore évoluent. Donc en fait ici, Darwin il utilise le mot dans son sens courant et il veut simplement il veut opposer le dynamisme de la transformation organique au caractère statique des lois physiques telles que la gravitation. Donc ce n'est pas dans son sens technique, dans le sens technique d'aujourd'hui qu'il l'utilise. Ouais. Voilà. Donc ce qu'on peut dire en résumé, c'est que Darwin a évité donc de recourir au sens du mot évolution, d'une part parce que son sens technique à l'époque heurtait ses convictions, et d'autre part parce que son sens courant était inséparable de la notion de progrès. Ok. Voilà. Donc est-ce que c'est clair pour l'instant ? Ouais, c'est clair, mais alors du coup, on se demande d'où sort ce terme évolution, à quel moment est-ce qu'il est arrivé? Tout à fait, absolument. Donc la question qui en découle, c'est comment se fait-il que ce terme est employé aujourd'hui dans un sens technique différent ? Ouais. Donc voici l'explication. En fait, c'est vers 1859, la théorie de Haller était à l'abandon, et donc le mot évolution allait pouvoir resservir. Et grâce à Herbert Spencer plutôt, je pense, qui était un philosophe anglais. Alors c'est vrai que personnellement je le connais pas, mais apparemment à l'époque il avait une réputation qui rivalisait avec celle de Darwin. Okay. Et grâce à lui, en fait, ce mot allait faire son entrée dans la langue anglaise en tant que synonyme de descendance avec modification. Et il a employé le terme pour décrire les transformations organiques dans un ouvrage qu'il a réalisé qui s'appelle Principes de biologie, mais justement avec une connotation de progrès. Et ces points de vue s'adaptaient très bien aux idées des évolutionnistes anglais de l'époque, qui eux également avaient tendance à confondre changement organique et progrès organique. Et comme la majorité d'entre eux pensaient que le changement organique conduisait inévitablement à un accroissement de la complexité, ils se sont appropriés alors la formulation de Spencer. Et l'ironie de tout cela, c'est que Darwin, lui, était le seul, enfin, presque le seul, à soutenir que le changement organique, justement, n'a pas pour unique résultat d'améliorer l'adaptation, pour unique résultat d'améliorer l'adaptation des organismes à leur environnement. Et donc, cela n'est pas conforme avec une idée abstraite de progrès ou d'augmentation de la complexité. Alors depuis, heureusement, les scientifiques évolutionnistes ont abandonné depuis longtemps l'idée de progrès dans l'évolution, mais depuis, cette confusion persiste malheureusement de nos jours chez les non-initiés. Et cette confusion est même à l'origine des abus de ce qu'on appelait le darwinisme social, et dont Darwin lui-même se méfiait beaucoup. Cette théorie, en fait, qui bien sûr aujourd'hui est discréditée, elle classait les groupes humains et les cultures en fonction de leur supposé niveau d'évolution, avec évidemment les Européens qui se classaient au sommet, puisque forcément c'était les Européens qui établissaient les règles, et puis les habitants de leur colonie se trouvaient en bas, en dessous, quoi. Ouais, classique. Voilà, classique. Et puis malheureusement, on retrouve encore cette arrogance aujourd'hui dans notre tendance à vouloir dominer le million d'espèces qui vivent sur Terre sous le prétexte qu'on serait supérieur. Ouais, c'est vrai, mais ça, c'est un vieil héritage culturel chez l'humain. On a tellement de peine à comprendre qu'on doit vivre de manière harmonieuse dans un écosystème, que chaque élément de cet écosystème a un rôle à apporter, qu'on peut pas simplement tout écraser pour poser nos autoroutes et espérer que tout se passe comme avant. Mais on en est encore là, quoi. Effectivement, on veut façonner notre environnement, on veut maîtriser le monde, dominer notre univers. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais je trouve bien que tu sois revenu sur ce sens du terme évolution. C'est vrai que
Pour des non-initiés, ça peut très facilement prêter à confusion. On peut très facilement associer le terme évolution à progrès. Mhm. Et je pense que c'est peut-être un des gros défauts de la théorie de l'évolution, c'est s'appeler justement la théorie de l'évolution. Peut-être. Ouais, non, mais c'est vrai que enfin, ce terme évolution, voilà, comme je disais, même moi, à un moment, évolution, ça évoque une notion de progrès quand on n'est pas trop renseigné sur la théorie de l'évolution, sur ce que c'est vraiment, c'est euh, c'est presque lié, quoi. Donc, voilà, moi, je voulais commencer par ce petit sujet parce que je me suis dit, bon, pour peut-être qu'il y a des personnes qui écouteront et qui sont pas forcément plus renseignées que ça. Et je pense qu'il faut établir direct les bases et voilà, et dire que l'évolution n'a rien à voir avec le progrès. Et il faudrait donc plutôt parler de descendance avec modification, comme l'avait dit Darwin. Voilà, tout à fait. Je pense que descendance avec modification, c'est déjà plus explicite. Hein, Mm. et puis il y a pas d'ambiguïté quoi à ce niveau-là. Ouais. Ouais, bon, en même temps, le terme évolution fait partie du paysage aujourd'hui. Je crois pas que tu puisses. Non, Oui, de toute façon, on pourra pas le c'est pas changer, nous qui c'est allons le sûr. Ouais, c'est changer, ça. ça c'est sûr. Non, bien Mais sûr. Non, non. Mais bon, voilà, c'est vrai que ça amène des contresens et je pense que vous avez pas idée du nombre de personnes que j'ai pu lire sur des forums et qui montrent, qui croient qu'en fait l'évolution euh, c'est c'est euh, c'est partir de micro-organismes et arriver à l'homme par une route Ouais. toute droite. Ouais. d'ailleurs, le mot évolution induit un peu quelque part quelque chose de linéaire dans l'évolution, justement. Vous trouvez pas? Enfin, moi, quand je pense à un mot évolution, j'imagine plutôt quelque chose que linéaire, au lieu d'imaginer quelque chose en arbre, comme ça Je s'est pense que passé c'est réellement. l'idée. Ouais, je pense que c'est l'idée la plus répandue hein, comme préjugé. Hein. D'ailleurs, il y a pas si longtemps, on m'a posé la question, on m'a demandé pourquoi les espèces animales en fait n'ont pas tout évolué en homme. Si en fait c'était le but de l'évolution, c'était de devenir un homme. Quoi. Ouais, comme si l'évolution avait un but pour. Ouais. Voilà. Donc bon, voilà. Ok, bah c'est Voilà. bien d'avoir mis les points sur les i. Exactement. Retour aux fondamentaux, comme dit notre ami Ben. Voilà. Ça fait pas de mal de les retravailler de temps en temps. Excellent, merci. Voilà, voilà. Donc je voulais le dire au début en fait en introduction, mais voilà, signaler que pour réaliser en fait cette chronique de l'évolution, je vais faire au plus simple en fait. Je possède chez moi plusieurs œuvres de vulgarisation sur l'évolution, qui sont en Mhm. majorité de Stephen Jay Gould, et que je trouvais être des bijoux de vulgarisation. Et selon moi, ils sont parfaits en fait pour être podcastés. Quoi. C'est des sujets quasiment tout près. Donc en fait, les dossiers que je vais faire chaque mois seront des résumés de ces essais scientifiques, avec parfois quelques petites précisions que j'aurais jugé nécessaire d'apporter. Donc voilà, grosso modo, en fait, mes dossiers ressembleront aux essais de Stephen Jay Gould, mais en 10 fois moins bien, bien sûr. Sachant Allons, qu'en allons. plus, non, mais sachant qu'en plus, j'explorais toutes les petites histoires et anecdotes culturelles bien sympas qui nous fait part dans ces essais. Et j'essaierai d'en garder en fait l'essentiel d'un point de vue scientifique. D'accord. Alors, Voilà, donc est-ce qu'on c'était peut pour en être avoir clair un, sur. Oui, oui, ben, j'en ai préparé un on peut en deuxième avoir parce un que avant-goût tout de suite, justement? voilà, À quoi elles donc vont ressembler ces chroniques? alors bon celui que je viens de faire donc là ce petit dossier il est extrait d'un essai qui est dans le livre je me rappelle même plus déjà je crois que c'est Darwin et les grandes énigmes de la vie et c'est un essai qui s'appelait l'Odyssée du terme évolution. D'accord. Voilà. Donc j'en ai préparé un deuxième parce que celui-là il est un peu court. J'en ai pris 2 cours pour commencer, mais des fois il y en aura un plus long qui fera l'émission. Et le deuxième donc est tiré d'un essai qui s'appelle Comment un coquillage donne naissance à un poisson. D'accord. Ah, Voilà sympa. donc Ouais. voilà donc ouais moi aussi la première fois que j'avais lu ça m'avait intrigué. Donc c'est un essai qui est tout à fait dans l'esprit gouldien puisqu'il a pour but en fait d'étonner son lecteur tout en livrant une chose fondamentale d'un point de vue évolutionniste. Alors, chaque naturaliste a son exemple favori d'adaptation surprenante, et pour Stephen Jay Gould, son exemple favori, c'est celui du poisson, alors poisson entre guillemets bien sûr, du poisson que l'on trouve chez certaines de moules d'eau douce, les Lampsilis.
Les lampsilis, en fait, ils vivent comme presque tous les coquillages, c'est-à-dire en demi enfouis dans le sable, avec la partie postérieure, la partie postérieure qui émerge. Et au sommet de cette partie se trouve une structure qui a la forme d'un tout petit poisson, avec des nageoires latérales bien apparentes, une queue et même un œil. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que les nageoires ondulent en rythme en imitant les mouvements de la nage. Mais donc ça, c'est spécifique à cette variété de coquillages Lampsilis. Voilà, ce sont des moules d'eau douce qui s'appellent les lampsilis. Donc il y a différentes espèces de lampsilis. Et donc voilà, c'est une spécificité à ces moules. Mhm. Donc pour se reproduire, les coquillages adoptent habituellement presque tous la même technique de base. Ils libèrent leurs œufs dans l'eau, où ils vont être fécondés, et puis où se déroulera ensuite le développement embryonnaire. Mais les femelles d'eau douce gardent en elles en fait les œufs, où ils vont être fécondés par le sperme des mâles voisins, et les œufs vont alors se développer dans les branchies et former une poche qu'on appelle le marsupium. Donc ça porte le même nom que chez les marsupiaux. Hein, les marsupiaux ont une poche abdominale qui s'appelle aussi le marsupium. Ça vient de là d'ailleurs. Hein. Donc pour faire quand même un petit aparté et apprendre quelques termes techniques qui feront toujours bien lors d'un repas. Sachez que les moules d'eau douce en fait forment la famille des Unionidae et que cette famille se divise grosso modo aujourd'hui en deux genres. Donc il y a les anodontes qui ont généralement des coquilles fines et qui donc vivent en eau calme. Et il y a les unios qui ont une coquille plus épaisse et qui elles peuvent résister à des eaux plus vives. Voilà. D'accord. Donc prochaine fois au resto, il faut demander des anodontes ou voilà. des unios. Ben, ça dépend si vous voulez galérer à ouvrir la coquille ou pas en fait. Voilà, okay. Donc ça c'était pour glisser un peu quelques termes techniques. Ça fait toujours bien de connaître les familles de moules. Ouais, c'est très utile. Ouais. Ben, à Noël, lors d'un repas de Noël, il y a toujours peut-être des moules ou des huîtres à manger. Bon, donc pour revenir à nos chers lampsilis, chez les femelles lampsilis, le marsupium est gonflé et forme le corps de cette imitation de poisson. Des deux côtés du poisson se trouvent des extensions du manteau. Alors le manteau, c'est ce qui englobe le corps entier de la moule et qui forme en fait une sorte de peau qui protège les organes de l'animal. Généralement, le manteau ne dépasse pas les bords de la coquille, mais chez les lampsilis, ce n'est pas le cas. D'accord. Donc, à cause de leur forme et de leur couleur, ces extensions de manteau ressemblent à un poisson avec une queue. Cette structure complexe, qui est formée donc du marsupium et des extensions du manteau, ne se contentent pas seulement d'avoir l'apparence d'un poisson, mais elles ont également les mouvements, car un ganglion spécial situé à l'intérieur du manteau, en fait, innerve les nageoires. Et pendant que les nageoires bougent en rythme, il y a une pulsation qui naît à la queue et qui se propage le long du corps. Alors c'est un peu difficile à imaginer comme ça avec une description orale, mais dans le dossier j'aurais mis une vidéo en fait pour mieux visualiser. D'accord. Donc ça sera peut-être plus clair comme ça. Alors tout ça c'est étonnant, mais le but moi à travers cette chronique mensuelle, ça ne sera pas de vous parler des merveilles les plus stupéfiantes du monde animal. Enfin ça sera pas seulement ça, mais plutôt de comprendre comment émergent de telles merveilles. Et pour comprendre pourquoi ce coquillage donne naissance à un leurre de poisson, il faut s'intéresser à la biologie de la reproduction de la lampsilis. Alors, il faut savoir que les larves d'Unionidae ont besoin pour se développer de se fixer à un poisson au début de leur croissance. Pour cela, presque toutes les larves d'Unionidae possèdent deux petits crochets, et une fois sorties du marsupium de leur mère, elles tombent au fond de l'eau et attendent tranquillement le passage d'un poisson pour s'y fixer. Mais par contre, les larves de lampsilis, elles, n'ont pas de crochet, et donc elles peuvent pas se fixer d'elles-mêmes. Alors pour survivre, il leur faut pénétrer dans la bouche d'un poisson et se frayer un chemin jusqu'aux branchies. Ok. Voilà, c'est plus compliqué pour elles. Donc lorsqu'un poisson approche, qui est attiré par les mouvements d'un leurre de lampsilis, celle-ci propulse des larves hors du marsupium. Le poisson va alors en avaler quelques-unes, et elles vont venir ainsi se fixer sur les branchies. C'est incroyable cette histoire. Voilà, donc il fallait trouver une autre technique à défaut d'avoir des crochets.
Mais donc Donc, bien le évidemment, poisson se rapproche de la mère Lampsilis parce qu'elle est considérée pour lui comme un leurre de poisson, c'est ça? voilà, ben, intrigué certainement par ce poisson qui ondule, le poisson approche et en approchant, et je pense en touchant les extensions du manteau, en fait, qui forment le faux poisson, la, la Lampsilis éjecte ses larves hors du marsupium, et puis le poisson en avale quelques-unes, donc du coup. Mhm. D'accord, parce que le poisson leurre de la mer Lampsilis se fait pas bouffer à l'occasion, donc. A priori, non, il se fait pas manger. Il se fait pas manger. Alors, est-ce que peut-être que des poissons tentent de le manger, mais après, en étant surpris par les éjections de larves, peut-être que Ah ouais, peut-être, ouais. ça les, ça les inquiète après, ça leur fait peur, je sais pas. Mhm. Et enfin, en tout cas, dans les vidéos que j'ai pu voir, les poissons ne cherchaient pas à manger hein, le leurre de poisson. Plutôt, ils s'approchaient, ils avaient l'air intrigués, ils essayaient de toucher. Mais... Ok. Voilà. Donc, bien sûr, on va pas mettre en doute en fait la fonction adaptative du poisson leurre, mais la question c'est comment est-il apparu? Mhm. Voilà, comment le manteau et le marsupium se sont-ils réunis pour produire ce trompe-l'œil? Il n'est pas très intuitif de répondre que cela s'est fait par une évolution progressive, en passant par des étapes intermédiaires qui ne devraient guère ressembler à un poisson. Et selon certains, le bon sens devrait nous amener à croire que cela faisait partie des plans d'un grand designer. Le poisson complexe de la Lampsilis est l'illustration parfaite de l'un des problèmes fondamentaux de la théorie darwinienne qui se résume à cette question. Peut-on mettre en lumière la valeur adaptative des étapes intermédiaires de cette structure? C'est une question qui ressemble beaucoup à la question posée par les créationnistes quand ils Ouais. demandent à quoi sert une demi-aile. Mhm. Donc, pour résoudre ce problème, les évolutionnistes s'appuient sur une notion qui est très peu connue du grand public et qui est pourtant fondamentale, qu'on appelle préadaptation. Et qui, encore une fois, est un terme très mal choisi, puisque ce terme laisse penser que les espèces s'adapteraient en prévision d'une future évolution, alors que c'est exactement le contraire que veulent décrire les évolutionnistes. Mhm. Grosso modo, la préadaptation, en fait, c'est l'utilisation de façon fortuite d'une structure euh, déjà existante pour une fonction qui n'est pas du tout sa fonction originelle. Mhm. Donc, la préadaptation permet de résoudre le problème de la fonction des stades intermédiaires si on admet que ces formes ne jouaient pas le même rôle que leurs descendantes. Ok. Alors, par exemple, les premiers poissons étaient des agnates, c'est-à-dire qu'ils possédaient pas de mâchoire, hein, d'où leur nom. Donc, comme la lamproie de nos jours, hein, la lamproie c'est un poisson qui n'a pas de mâchoire. Hein. Mais les os qui donneront un peu plus tard les premières mâchoires de poissons existaient déjà. Ils avaient simplement une autre fonction. Ils servaient de support à une voûte de branchies située à l'arrière de la bouche. Ils étaient à ce moment-là parfaitement adaptés à cette fonction et ne savaient rien du tout du rôle qu'ils seraient amenés un jour à remplir. Mhm. Voilà, la structure était déjà là, mais elle intervenait dans un mécanisme de respiration. Elle ne servait pas à manger. Donc je pense qu'on y reviendra à l'occasion d'un autre podcast que je ferai certainement plus tard, où on abordera l'évolution de cette structure qui formait également la mâchoire des reptiles, mais qui forme chez les mammifères les os de l'oreille moyenne, qui sont le marteau et l'enclume. Mhm. Bref, donc d'après le principe de la préadaptation, une structure peut donc changer radicalement de fonction, et il devient alors possible de résoudre le problème des étapes intermédiaires si on affirme que les fonctions antérieures subsistent pendant que les nouvelles se mettent en place. Alors, est-ce que la préadaptation peut nous aider à comprendre comment la Lampsilis a donné naissance à son poisson? Cela c'est possible, mais à deux conditions. D'une part, il faut découvrir une forme intermédiaire qui comprend au moins quelques éléments constituant l'ersatz de poisson, mais ayant une autre fonction, bien sûr. Et d'autre part, il faut mettre en évidence le rôle joué par le poisson pendant que se perfectionnait progressivement sa ressemblance. Mhm. Alors pour remplir la première condition, on va se pencher sur la Ligumia nasuta, qui est une proche parente de la Lampsilis. Dans cette espèce, en fait, le manteau n'a pas d'extension chez les femelles enceintes. Par contre, elle présente des membranes de couleur foncée entre les deux parties de la coquille, visibles lorsque celle-ci est entrouverte.
la lugumia en fait se sert de ses membranes pour produire un mouvement rythmique assez étrange. Les bords opposés de la membrane en fait se séparent en l'espace long de quelques millimètres au milieu de la coquille. Excuse-moi, tu peux juste répéter, on a une petite coupure. Lorsque tu disais que les membranes se séparent. Ouais, donc je disais les membranes en fait se séparent en laissant libre en fait un petit espace long de quelques millimètres au milieu de la coquille. On arrive alors à apercevoir l'intérieur blanc de l'animal qui se détache nettement sur la couleur foncée des membranes. Et ce point blanc semble faire des mouvements de va-et-vient entre les deux extrémités pendant qu'une onde de séparation se propage le long des membranes. Et ce mouvement semble se répéter environ toutes les 2 secondes. Donc c'est peut-être pas trop parlant comme ça comme explication. Alors là encore, il y aura une vidéo dans le dossier qui sera plus explicite. Mais pour tenter de donner une meilleure explication comme ça à l'oral, essayez d'imaginer en fait les 2 lèvres de votre bouche qui constitueraient les 2 membranes de la moule. Ouais. Et imaginez que vous soyez des contorsionnistes de la bouche et que vous arriviez à replier légèrement vos 2 lèvres à l'extrémité droite de celle-ci. Donc je suis en train d'essayer en même temps là. Voilà, tu vois. Donc en laissant apparaître une légère ouverture. Ouais. Donc là, on pourrait apercevoir derrière un extrait de dents faisant un point blanc ou jaune aussi pour les fumeurs intensifs. Hein. Et comme vous êtes très doué dans la contorsion de lèvres, imaginez que vous arrivez alors à faire déplacer cette ouverture le long de vos lèvres. Voilà. Et que vous fassiez des allers-retours à cette ouverture. De l'extrémité droite à l'extrémité gauche, et puis après de la gauche à la droite. Un peu comme, vous voyez la voiture de K2000. C'est exactement l'image que j'avais en tête, c'est drôle. Voilà. Donc on verrait toujours vos dents derrière, et on aurait l'impression en fait que le point blanc se déplace le long de vos lèvres. D'accord. Voilà, donc je sais pas si c'est plus clair comme ça. Ok, donc ça c'est un phénomène qu'on observe chez la cousine de Madame Lampsilis. Voilà, chez la Lugumia nasuta. Voilà. Donc voilà, on retrouve le même type de mouvement en fait du manteau chez cette espèce de moule, mais sans les extensions. D'accord. Et cette structure attire également les poissons. Ok. Et par contre, d'après la meilleure spécialiste du sujet, en fait, qui est Louise Russet-Kramer, les mouvements du manteau n'ont pas pour fonction d'attirer les poissons. Destiné à aérer les larves qui se trouvent à l'intérieur du marsupium. Et la ressemblance avec les mouvements d'un poisson peut donc être considérée comme une préadaptation. Puisque à l'origine, c'est pas du tout fait pour ça, quoi. C'est fait pour aérer les larves, mais il se trouve que les poissons sont attirés par cela. Par ce mouvement. D'accord, donc si j'ai bien compris, en fait, l'avantage évolutif de ce système consistait simplement à aérer les larves, et puis il y a eu un effet inattendu, non prévu, qui consistait à attirer les poissons, et cet effet-là s'est retrouvé optimisé chez le Lampsilis par effet de sélection naturelle, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc après, la ressemblance en fait, qui est très imparfaite à l'origine, pouvait par sélection naturelle être améliorée, et c'est ce qui remplit la deuxième condition. Ok. Voilà, donc ça c'est le principe de préadaptation, et c'est quelque chose qui est fondamental en fait en évolution, puisqu'on le retrouve assez souvent. C'est une explication qui intervient assez souvent dans la théorie de l'évolution, qui explique beaucoup de choses. Bon, je vais me faire l'avocat du diable, j'aime bien dans les dossiers sur l'évolution. Mais les biologistes qui ont découvert ce phénomène chez la cousine de la Lampsilis, est-ce qu'ils ont observé qu'un phénomène chez cette cousine et ils en ont déduit ce que tu viens de nous dire, ou est-ce qu'ils ont quand même plusieurs exemples sur lesquels se baser pour donner cette explication? Ou ils se basent sur seulement un type de coquillage comme la cousine de la Lampsilis? Non, alors je pense, j'ai pas vérifié, mais je pense qu'il y a plusieurs types de coquillages qui doivent avoir la même fonction. Bon là, j'ai cité celle-là, la Ligumia nasuta, parce que bon, Stéphane Legoun en parlait. Par contre, ce que j'ai cherché, ce que j'ai trouvé, et là aussi il y aura la vidéo dans le dossier, c'est qu'on peut apercevoir dans la vidéo plusieurs déclinaisons du poisson en fait.
du poisson fake, plusieurs déclinaisons donc entre une structure qui ressemble vraiment à un poisson et on a des structures qui où on voit les extensions du manteau, mais la ressemblance est vraiment très éloignée. On voit par exemple à un moment une moule où les extensions du manteau sont oranges et en fait ressemblent à rien du tout, quoi. Donc je vois qu'on peut voir qu'il y a plusieurs déclinaisons, plusieurs espèces de moules d'eau douce avec une ressemblance plus ou moins parfaite avec le poisson, qui constituent en quelque sorte des formes intermédiaires entre un manteau qui n'a pas d'extension et un manteau avec des extensions qui ressemblent à un poisson. D'accord. Ok. Voilà. Donc pour conclure sur ce sujet, je citerai une phrase de Gould qui nous ramène à notre supposé bon sens, et c'est une quote à laquelle j'adhère totalement. Il dit: le bon sens ne peut servir de guide à l'analyse scientifique, car il relève davantage des préjugés culturels que de l'honnêteté naturelle de l'enfant devant ce qu'il ignore. Oh, mais t'aurais dû me la communiquer avant pour que je la donne comme quote à la fin de ton dossier. Elle est bien, celle-là. Voilà. Et attends, il y en a une deuxième, parce qu'elle rappelle la conclusion de Darwin sur son chapitre qui est consacré à l'œil et qui dit, plein de sagesse, ce qui aurait pu faire d'ailleurs l'objet d'une cote. Il dit: quand on a affirmé pour la première fois que le soleil était immobile et que le monde tournait autour, le bon sens s'est élevé contre cette doctrine. Mais comme le savent tous les philosophes, le vieux proverbe vox populi vox dei n'a pas sa place dans la réflexion scientifique. Très bien. Ouais, alors ça, c'est de la grande quote. Si une fois Mathieu est malade, tu sauras que t'es recruté pour la quote. Ouais, moi aussi j'ai trouvé ces deux quotes vraiment sympas et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. C'est vrai que le bon sens, c'est vraiment quelque chose qui relève plus de la culture en fait. C'est plus subjectif qu'autre chose, quoi, le bon sens. Tout à fait, ouais. C'est vrai, on a déjà eu l'occasion de le dire. En plus, la science souvent est complètement contre-intuitive, quoi. C'est pas comme ça qu'on s'y prendrait spontanément. Ça va souvent à l'encontre du bon sens, justement. Que ce mécanisme hyper rigoureux, teinté de doute en permanence, alors qu'on sait, on sait qu'on est câblé pour croire, quoi. On l'avait vu avec les biais cognitifs, le fameux biais de confirmation. On a envie, on croit d'abord les choses et puis ensuite on fait tout ce qu'on peut pour valider cette croyance. La science, c'est exactement le contraire. C'est vrai, on doit oublier tout préjugé, tout bon sens, justement. Ouais. C'est ça. D'ailleurs, si on avait dû se fier à notre bon sens, je crois qu'on n'aurait jamais découvert la mécanique quantique. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Ouais. Les grands esprits se rencontrent alors. Mais écoute, vu que tu nous as donné deux bonnes citations là, qu'on aime bien, je te propose un deal, c'est que si tu dans tes prochaines chroniques, au lieu de les insérer, si tu as nouveau des quotes, au lieu de les insérer directement dans le dossier, tu les mets de côté, puis on pourra la donner à la fin de l'émission. Bon, si j'en ai, oui, pourquoi pas. Si t'en as, bien sûr. Ouais. Je te les communique et je te laisse le soin de les dire. C'est quand même la tradition en fait. Ok. Donc, ok. On fait comme ça. Je ne veux pas t'enlever ce privilège. Ok, tu me les communiques si t'en as une qui correspond à une chronique et puis on la donnera à la fin de la mission. Parfait. Ok, alors ça marche pour le deal. Voilà, donc voilà, c'est terminé pour ce sujet aussi. Donc il est extrait pareil du livre de Darwin, de Stephen Jay Gould qui s'appelle Darwin et les grandes énigmes de la vie. Alors une petite note quand même, c'est que notre ami Pierre Carner en fait avait réalisé sur son blog Strange Stuff and Funky Things pour le rappeler. Et, il y a 2 ans, un dossier sur les techniques de reproduction des moules d'eau douce. où il évoquait également la lampe silice. Donc je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil en fait si vous voulez voir d'autres vidéos de cette moule. Mais vous pouvez voir aussi également d'autres techniques surprenantes qui sont utilisées par des espèces cousines de cette famille de moules. C'est assez fascinant et franchement ça vaut le coup d'œil. Donc pareil, il y aura le lien vers la page en fait à la fin du dossier. Et puis de toute façon vous pouvez aller jeter un coup d'œil général à son blog qui est vraiment dans le plus pur style gouldien. À moins que ça soit Gould en fait qui avait un style carnien, je sais pas. Mais juste une petite chose, moi je le connais pas très bien Stephen Jay Gould, tu peux peut-être juste nous en dire 2 mots. Il est quoi, il est anglais ou bien américain?
Il est américain, donc c'était parce qu'il est décédé en 2002, je crois. C'était un biologiste paléontologue qui a, en fait, ses livres, en fait, les livres que je possède, il avait écrit plein d'articles pour la revue Nature. Mhm. Et ces livres, en fait, sont un condensé de ses meilleurs articles qu'il avait fait pour cette revue, quoi. Ok. Ah, je Donc savais pas que ces livres étaient tirés de ces articles de Nature. Ouais, c'est excellent ça. voilà, pas tous, mais il y a une collection en fait de livres qui s'appelle Réflexions sur l'histoire naturelle. Donc D'accord. c'est plein de petits essais comme ça, dans le même genre en fait que celui qu'on vient de faire. Où à chaque fois, il part. Mais souvent, il y a une petite anecdote déjà historique ou culturelle à laquelle il lit une référence par rapport à l'évolution. Et puis voilà, souvent à la fin d'un essai, on reste un peu perplexe et on réfléchit à ce qu'on vient de dire, quoi. Ouais, je trouve vraiment ces livres vraiment parfaits, quoi, pour faire un podcast déjà. C'est des essais assez courts qui généralement font 15 pages en moyenne, quoi. Ok. Ça me fait penser que on avait parlé il y a quelques émissions d'une éventuelle liste de livres, donc ce serait un... Bah voilà, ces livres, on pourrait les ajouter à cette liste. On en parle avec le professeur Fun. On n'est pas encore tout à fait au point, mais ça viendra, non, professeur Fun? Ouais, non, mais la balle est dans mon camp, hein. T'as trouvé une solution technique, Mathieu. Il n'y a plus qu'à. Mais c'est vrai que moi, j'ai traîné, je traîne ces temps. Je suis débordé. J'arrive rien à faire. C'est terrible. J'espère avoir un peu une meilleure maîtrise de mon emploi du temps d'ici une semaine, 15 jours. Et puis là, les choses pourront reprendre leur cours. C'est moi qui bloque, en fait. J'ai voulu mettre ma liste de livres. Et puis, bah, il y a plus qu'à finir, quoi. Il y a qu'à la mettre en ligne. Allez, c'est promis. Je m'en occupe dans les 15 jours à venir. Bon, il n'y a pas C'est vrai que urgence. Il n'y a pas urgence non plus, mais on vous tiendra au courant quand on aura ouais, cette liste. ouais, ouais. Hop, Et puis on ajoutera donc les Stephen Jay Gould. ouais. Pas de souci, il y en a une bonne dizaine, je crois. Je sais plus exactement combien il y en a, mais Ok, bah ce sera ta mission dès que j'aurai débloqué ma liste. Faudra que tu mettes à jour la tienne. Très bien. Parfait. Là, je suis en train de passer un petit coup d'œil à ton dossier. Là, je vois t'as mis 3 vidéos. Donc, bon, j'ai pas encore eu l'occasion de les voir, mais je vais m'empresser de les voir après l'émission. Donc, voilà, j'invite tout le monde à aller voir ces vidéos parce que ça semble assez de bien expliquer ce leurre de poisson chez ce coquillage. ouais, bah allez voir, c'est surprenant, hein. C'est vraiment des fois on dirait vraiment un poisson, quoi. C'est vraiment quelque chose de surprenant, quoi. Enfin, moi, en tout cas, ça m'épate. Top. Alors c'est ce qu'on va faire. Immédiatement après l'émission, moi je vais aussi aller regarder ces vidéos. Merci. Merci Marco. C'était top. Je me réjouis vraiment d'entendre une histoire, au moins une histoire comme celle-là par mois. Je sens que ça va être passionnant. Ça va être bon pour notre culture générale. Ça fait plaisir. Ouais, ben j'espère que ça plaira à tout le monde, hein. Et puis, de toute façon, généralement, ça sera toujours un peu dans le même genre, hein. C'est Stephen Jay Gould, en fait, il a un peu, en fait, au début où j'ai découvert Stephen Jay Gould, j'ai un peu à la même époque découvert le blog de Pierre Carner. Et j'ai trouvé que c'était vraiment dans le même esprit, c'est-à-dire que sur le blog de Pierre, il va pas parler de choses classiques. En fait, il va avoir pour but surtout un peu de nous surprendre. Et Stephen Jay Gould, c'est la même chose, quoi. Son but, vraiment, c'est de nous surprendre. Ce sont D'accord. des geeks de la biologie, c'est ça? Voilà, on peut dire C'est ça comme des ça, ouais. biologistes funky. En parlant du blog de Pierre Kerner, d'ailleurs, si vous y allez, puis il faut y aller régulièrement, n'oubliez pas de voter pour lui. Donc il y a un lien dans la colonne de droite du site qui vous permet de voter pour élire Strange Stuff and Funky Things aux Golden Blog Awards. Euh, En fait, j'ai découvert qu'on peut voter qu'une fois par jour depuis le même ordinateur, mais Je le te, lendemain, parfois, on peut revoter. Alors, n'hésitez pas à voter plusieurs fois. Franchement, il le mérite. C'est Ah un ouais, parce que blog génial. je crois que j'ai voté déjà une vingtaine de fois au moins. Alors, je savais pas si c'était comptabilisé. À chaque fois, ça me disait vote pris en compte, mais Ouais, ouais, je crois. Bon, moi, c'est peut-être parce que je change tout le temps d'adresse IP, je sais pas. Mais enfin, chaque fois que j'en ai l'occasion, comme je me rends régulièrement sur le site, chaque fois que je vois la petite pastille, là, je clique un petit coup
Il est top ce blog. Il est vraiment génial. Sinon, alors qu'est-ce qu'on avait encore deux, trois petites choses à dire? Pas grand-chose en fait. Hein. Peut-être, Mathieu. on avait dit la semaine passée, suite à mon dossier sur le langage chez l'humain, que Thierry Rébert nous a envoyé plein de commentaires pour approfondir un peu le sujet. Mhm. On avait dit qu'on allait en parler aujourd'hui, mais ça risque d'être un peu juste. Désolé Thierry, on reporte une nouvelle fois. Mais ce qu'on va faire, par contre, la semaine prochaine, c'est faire une émission entièrement dédiée à ce qu'il nous a envoyé, parce qu'il nous a envoyé beaucoup de choses très intéressantes. Donc je crois que ça aura mieux sa place dans une émission plutôt que le dire en vitesse à la fin d'une émission. Ouais. Ouais, je suis d'accord. C'est Donc parfait. la semaine prochaine, on va revenir sur le linguisme et on va un peu approfondir tout ça avec ce que nous a envoyé Thierry. Ouais. Le linguisme, ça existe, ça doit être un hispanicisme, à mon Ah, avis, non? peut-être, ouais. Non, la C'est linguistique, la linguistique. pardon. Ouais. Ok. Donc, émission spéciale consacrée aux commentaires d'un poditeur motivé et spécialiste. Prenez-en de la graine. Vous pouvez avoir votre émission spéciale, pour autant que vous soyez bien motivé. On avait quand même un autre commentaire relatif au même sujet, dont on peut peut-être dire un mot tout de suite, Mathieu. Mhm. Alors, c'est un commentaire de Xochipili, un bon pseudo, qui nous Mhm. dit: alors j'adore votre podcast, bravo, c'est excellent. Concernant le phénomène fascinant de l'apprentissage du langage par l'oubli progressif des phénomènes non significatifs dans la langue maternelle, il semble que ce soit un processus assez général d'apprentissage. On a identifié le même principe dans la reconnaissance des visages, c'est ce qui fait que l'on a plus de mal à distinguer deux visages chinois quand on est un adulte européen, alors que les bébés européens n'ont pas de problème. Ça te rappelle quelque chose, professeur Fon? Ouais, effectivement. La prosopagnosie. Voilà, tu avais fait un dossier il y a quelques semaines Ouais. là-dessus. Et il nous dit aussi, c'est aussi ce qui se passe quand on apprend à lire. On désapprend l'équivalence gauche-droite, qui est innée pour savoir dans quel sens il faut lire ou écrire une lettre. Et même l'apprentissage d'une tâche se fait apparemment plutôt par désapprentissage de tous les réflexes antagonistes à cette tâche. Bref, pour apprendre, il faut commencer par désapprendre. Une belle image, je trouve. Bah, nous aussi, on trouve une belle image. Ouais, non, c'est vachement intéressant, effectivement. C'est Ouais. vrai, ce phénomène, on l'observe chez les enfants qui n'arrivent pas quand ils s'apprennent à écrire, ouais, ils ont tendance à écrire en miroir. Je sais plus qui c'est qui avait dit d'ailleurs, qui avait dit que apprendre, c'est oublier 7 fois. C'est une Apprendre, c'est phrase oublier que cette fois. Ouais, c'est une phrase j'ai que j'avais entendu entendue. Antoine dire ça sur le podcast il y a quelques Ouais, mois, mais je Ah, ne ben, sais plus d'où il l'avait sorti. Mais il avait dit trois fois, si j'ai... ah, J'allais dire si peut-être. j'ai bonne mémoire, mais je sais que c'est Mais ridicule comme je crois que c'est mon côté hypothèse. marseillais, il a toujours exagéré. C'est ça. alors, j'ai mis dans Google apprendre c'est oublier 3 fois, et le premier lien qui sort, c'est le dossier sur la mémoire qu'on a fait à Podcast Science. On est bien référencé, dis donc. Ouais, c'est fou ça. Donc c'était dans le dossier sur la mémoire. Ah ouais, mais c'est tellement comme je suis un peu plus lent, il faut oublier 7 fois en fait. Ouais, puis moi, ça Ça. doit être 15 ou 20 fois, je te rassure. Oublier, j'arrive toujours. Mémoriser, c'est autre chose. Mais c'est bon, ça donne de l'espoir aux gens qui ont tendance à oublier comme ça. Ça me plaît beaucoup. On mettra le lien sur le blog de Xochi Pili que vous connaissez peut-être. Moi, ça, c'est un blog que je regarde de temps en temps qui s'appelle le Webinet des curiosités, qui est membre d'ailleurs de Café des Sciences également, et qui propose toujours des dossiers super intéressants. On vous mettra tout ça, ouais. On vous mettra tout ça sur le site. Et on voulait encore dire quelque chose. Je crois professeur Fon, John Calac nous envoyait un petit lien. Ouais, c'est un tweet de John Calac qui nous a envoyé il y a quelques heures, mercredi dans l'après-midi. C'est Futura Science qui, pour ouvrir la fête de la science 2011, propose un quiz spécialement concocté pour les internautes. Donc c'est un quiz sous forme de 20 questions, enfin 20 années de science, un quiz comme ça de culture générale, tech et scientifique. Moi j'ai eu 14 sur 20, j'ai essayé tout à l'heure juste avant le podcast, c'est pas terrible, hein. Bah, moi, je n'ai pas encore participé. Bon, bah, Alors, tu nous diras combien t'as fait. On reconnaît les bons élèves. ouais, moi, j'ai pas On osé. reconnaît les mauvais.
Non, à vrai dire, j'ai pas eu le temps. Mais d'ailleurs, j'ai voulu jouer, j'ai cliqué parce qu'il nous a tweeté ça et le lien du tweet m'a donné une page not found, donc je sais pas s'il y a un problème temporaire. Et bon. Ah ouais, ça devait être temporaire alors, parce que moi j'ai cliqué sur le même lien et ça a marché. Ok, je ferai le test, je vous donnerai mes résultats. Ouais, ça nous intéresse. Et puis là, en fait, on a plus rien à dire, si ce n'est, bien entendu, le moment que tout le monde attend, la quote, la fameuse quote de Mathieu. Ah, Alors aujourd'hui, elle est un peu liée au thème de l'émission. Elle est d'ailleurs de Charles Darwin. Lui-même. Alors elle est en anglais. Concentrez-vous. Ok. Elle dit It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the one most responsive to change. D'accord. Donc, ce ne sont pas les plus forts ni les plus intelligents qui survivent, mais ceux more responsive to change, ceux Répondent mieux au changement. ouais, qui répondent mieux au changement. Ok, ouais. moi ça me plaît bien évidemment, j'adhère, je cautionne. C'est tout à fait dans le thème du premier dossier. Hein. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de notion de progrès ou de supériorité dans le phénomène de l'évolution, mais simplement une notion changement. d'adéquation à son environnement, d'adaptation. Ouais. Ouais, top, rien à dire. C'est parfait. Je crois qu'elle met d'accord tout le monde, celle-là, non? Ouais. Enfin, chez nous, évidemment. Chez nous. Dans d'autres milieux, peut-être moins. Il y aura moins de débats que pour la marge du progrès. Là. Voilà, exactement, ouais. Ok. Magnifique. On a fini sur une toute belle quote. Excellent. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Très bien. En tout cas, Mathieu, Marco, tu fais partie de la bande, tu reviens quand tu veux. On n'est pas obligé d'attendre ton prochain dossier. Si tu veux participer, la porte est grande ouverte. On te dit peut-être à la semaine prochaine. Ok. Sinon, je crois qu'on avait prévu une date là au mois de novembre, donc tu reviendras au mois de novembre dans tous les cas. Ouais, le 16 novembre, je crois, le 16 novembre, c'est bon pour moi. Hein. J'ai déjà un dossier de prêt, donc pas de problème. Parfait. Tes dossiers sont déjà prêts pour nous. Ah. On sait jamais ce qui peut arriver. Excusez-moi, j'ai une petite coupure là, il y a Skype qui commence un peu à s'énerver. Vous êtes toujours là? Ouais, on est toujours là. Non, je disais que j'avais un dossier de prêt et que je préférais prendre de l'avance et être prévoyant. Ouais, t'as bien raison. Ouais, c'est magnifique. Ok. Ok, alors... à la semaine prochaine alors. Allez, ciao. À la semaine prochaine. Bonne semaine, ciao. Salut.